Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Tu vois, les gens parlent beaucoup de nuit noire de l'âme, et moi j'en parle dans mon livre sous la forme de Negredo, mais en réalité, je suis allée là, et qu'est-ce qui te reste après ? Il te reste toi et ton intériorité. Il faut que tu plonges. Et c'est pas terrible, parce qu'en fait, il n'y a rien de beau à l'intérieur, vu qu'on t'a pas fait cultiver ton champ. Moi, je m'appelle Ève, il n'y a jamais eu de paradis, tu vois. Donc, je vais dans quelle pièce ? Celle-là, elle fait peur, celle-là, elle fait peur, celle-là, je suis seule. Mais à un moment donné, il faut que tu descendes en toi. Et c'est long, hein. Ça prend des années. Mais là, tu entends des choses. Tu entends des choses. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. On va accueillir quelqu'un qui est presque une habituée de la maison, puisque maintenant, quand elle arrive, elle s'installe, elle va directement dans la loge, elle va reprendre ses petits accessoires de beauté, se refaire une petite mise en pli, comme on dit, et puis tout va très bien. Évidemment, on l'accueille avec grand plaisir, c'est pas la première fois. Ève Briard est avec nous. Comment Bonjour vas-tu ? Marc, bien, toujours. Quand je suis avec toi, je vais toujours bien. Merci infiniment d'être là. On va parler de ce que tu considères comme le langage subtil entre l'âme et la vie. Oui. C'est beau. C'est beau, ouais. C'est ce que tu appelles l'intuition. L'intuition. Et c'est sans doute, et c'est notamment le thème de ton livre qu'on va présenter dans un instant, mais c'est ce qui t'a sauvé la vie. Complètement. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, la dernière fois que tu m'as interviewé, tu m'as dit il faut écrire un livre. Exact. Et du coup, il est là. Il est là. Le voilà, tu vois, le livre. Tu demandes et tu reçois. C'est extraordinaire. Voilà. Voilà le livre, évidemment, ce livre qui parle de cette intuition et notamment des 5 clés. Alors, on pourrait dire qu'au travers de ce livre, et quand on parle des 5 clés, on pourrait dire c'est pas des techniques, en fait. Non. Il y a aussi beaucoup de bon sens. Oui, c'est mon recul, c'est mon analyse sur des situations, des moments de vie que j'ai vécus, hein, souvent pas top, voilà. Ouais. Et avec l'âge que j'ai aujourd'hui, je peux analyser ce que j'ai mis en place pour actionner des choses qui paraissaient illogiques, mais qui finalement soit m'ont sauvé la vie, soit m'ont sauvé la destinée, soit m'ont changé de parcours. Enfin bref. Et tu as résumé ça en 5 clés. Voilà. Bon, alors on va voir ça. Il faut lire ce livre, bien sûr, et puis peut-être se replonger aussi dans la genèse de l'histoire d'Ève, parce que aujourd'hui, avec le recul, quelle analyse en une phrase tu fais de ton histoire ? Qu'est-ce que tu dirais de ton histoire ? Moi, je dirais en une phrase que quand ta vie, elle te plaît pas, il faut que tu te projettes vers un ailleurs. Et je dirais que dans mon histoire, c'est ce que j'ai fait. Ma vie, elle me plaisait pas. Et je me suis projetée vers un ailleurs, mais pas en visualisation, hein, juste par des rencontres. Tu vois, j'ai fait très attention aux rencontres. Donc, je dirais se projeter vers un ailleurs quand la vie ne convient pas. Sauf que se projeter sans parler de visualisation, c'est compliqué. Mais c'est quand tu rencontres des gens et que tu as des propositions, plutôt que de les refuser, parce que le cerveau, il aime l'habitude, il aime son cheminement classique. Son train-train. Accepter d'aller ailleurs. Et des fois, ça t'emmène dans dans une autre vie. Et tu changes de vie. Est-ce que tu considères avoir eu de la chance ? J'aime pas ça. Parce que tu aurais pu mal tourner. Oui. Mais la chance, j'ai beaucoup travaillé pour avoir de la chance. Je dis toujours que la chance... c'est la partie visible de l'iceberg, qu'en dessous, il y a toute la partie immergée qui est graveleuse, tu vois. Ouais. Souvent, les gens ils me disent, après avoir lu mon livre, il est dérangeant. Et à la fois, il est palpitant et optimiste. Donc, tu vois, c'est ça, ma vie. On voit quelque chose avec de la chance en haut, ça, c'est le haut de l'iceberg. Mais finalement, moi, je sais ce qu'il y avait en dessous. Et ça faisait presque couler l'iceberg, tu vois, par moment. Bonjour à tous, je suis Aaron Vial, je suis médium et je suis ravi de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 23 avril 2026. Cette tournée s'appellera Révélation et lors de ces soirées, je vous transmettrai des messages de vos proches passés dans l'au-delà. Vous pourrez me poser vos questions et nouer un contact unique avec ceux que vous avez
aimé. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, de vous transmettre de beaux messages d'en haut. Je vais venir à votre rencontre, les amis, dans plusieurs villes. Alors, n'hésitez pas, réservez vos places sur le site abctalk.fr, rubrique événements. À très vite. Alors c'est aux éditions Exergue, dans la grande famille Trédaniel que je salue, des bidonvilles à Barack Obama. Alors ça, on va le voir évidemment, le président des États-Unis, l'intuition qui a guidé mes pas. Est-ce que tu fais partie de ces gens, et Dieu sait qu'on en reçoit ici beaucoup, des gens qui disent « si c'était à refaire, je ne changerais rien, parce que ce qui m'a permis d'être celle ou celui que je suis aujourd'hui, c'est justement les affres de vie que j'ai pu subir avant ». Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ouais. C'était tellement dur, c'était tellement... aujourd'hui, tel qu'on me voit, on a l'impression que oui, c'est de la chance. Non, c'est des zones de noir, de sombre, de doute, de larmes, tu ne sais pas qui t'es, tu ne sais pas où t'en es, tu ne sais pas qui peut t'aider. Moi, je suis dans une époque où il n'y a personne, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'association, il n'y a rien. Donc non, je suis totalement perdue. Et très sincèrement, si je devais changer quelque chose, je me mettrais une sœur bienveillante, pas une sœur que je rencontre en dehors de mon foyer, mais une famille. Non, j'irai pas aussi loin. Là, c'est aller trop loin. Et pourtant, c'est ce qui t'a construit. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que j'aurais pas pu être construite comme ça en ayant quand même moins de frayeur ? Ouais, moins de difficultés, moins de doutes, Là, c'est moins de beaucoup, peur. hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la première émission, on va vous mettre aussi le lien pour que vous puissiez aller un peu plus loin dans l'histoire et le parcours de vie d'Ève. On va juste reprendre quelques grands traits et la genèse, évidemment, de ton histoire. Je voudrais te montrer une photo. Voilà. Là, il y a tout dans cette photo. Je crois. Il y a l'endroit où j'habitais, juste derrière les bidonvilles, et il y a le CNIT de la Défense, où mes amis voulaient me faire du toboggan l'hiver, pour te dire qu'ils étaient quand même bien secoués. Bien secoués. Et moi, j'aurais pu les suivre, tu vois, si je n'avais pas eu cette intuition. Et le CNIT de la Défense, c'est là où je rencontre Barack Obama. Parce que c'est là qu'il fait son intervention. Tu boucles la boucle. Je boucle la boucle, et au moment où je la boucle, je suis très émue parce que je sais que je la boucle. Ouais. Voilà, là, il y a tout. C'est un joli symbole, incontestablement, parce qu'évidemment, il y aura ensuite cette photo. Ouais. Et ça, c'est au CNIT ? Oui, c'est au CNIT. En fait, tu as des salles de conférences sous le CNIT et qui sont immenses. Hein, on peut Alors, même pas la imaginer. question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que tu fous avec Barack Obama en photo ? Eh bien, par les cheveux. C'est pas une histoire tirée par les cheveux, mais tout le monde a des cheveux et Barack Obama aussi. Ah bon ? Et oui. Et il se trouve que je fais partie du staff beauté à ce moment-là. Jusqu'à la dernière minute, je ne sais pas si ça va être possible parce qu'il y a un tel service d'ordre qu'il faut voir le casier judiciaire, il faut... Moi, c'est Fanny Agostini qui m'amène là. Une journaliste ? Qui fait la préface. Et qui faisait la météo. Qui faisait la météo, ensuite qui a travaillé pour Ushuaïa TV. Exact. Et voilà, c'est elle qui m'emmène là par capillarité, on va dire. Et c'est comme ça que je me retrouve là-bas, mais jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas... Qui tu vas coiffer ? On ne sait pas si je peux y aller. Okay. Parce que mais tu savais qu'il était là, lui ? Oui, Ah oui, mais je l'ai su... elle ne me l'a pas dit. Elle m'a dit qu'elle avait un truc énorme à m'annoncer, mais qu'elle ne pouvait pas m'en parler au téléphone. C'est secret défense, quand même. C'est Barack Obama qui vient à Paris. Donc, tu as les journalistes qui appellent Fanny Agostini quand elle est au salon pour savoir où il est, où il loge. Tout le monde essaye de traquer Barack Obama qui vient à Paris. Donc, pour moi, c'est impossible de faire cet événement parce que Fanny m'a prévenu que, déjà, pour elle, c'était compliqué. Ça avait pris des mois et des mois et des mois. Et donc, moi, d'arriver comme ça dans l'histoire rapidement, c'était quasi impossible. Et pourtant, il y a cette rencontre. Ça l'a fait. Et donc, tu le coiffes ? Alors, je ne le coiffe pas parce que je l'explique dans le livre. En fait, dans les sous-sols, ça ne capte pas. On n'a aucun réseau et donc personne ne sait si Barack Obama est là. Mais personne ne sait même quand il arrive. Et Barack Obama, il a son chemin tracé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu peux le rencontrer. C'est prévu comme ça. Même si tu vas aux toilettes, tu ne tomberas pas sur Barack Obama ou tu tomberas sur un de ses molosses. Donc, moi, je fais quand même partie de l'équipe beauté. Donc, quoi qu'il arrive, Fanny, elle voit que tout va trop vite. Elle voit que même elle va louper la photo qu'elle veut. Même pour elle, ça va trop vite. Donc, elle me dit, viens avec moi, colle-moi au basque. Et on y va. Et à la fin, il y a plein de monde. Tu vois, il y a Nartus Bertrand qui prend les photos, qui se présente à Barack Obama. Là, tu vois, 2 égaux, dont un énorme qui voit qu'on ne le connaît pas en face. Moi, j'assiste à ça. Je me dis, c'est lunaire. Personne ne va me croire, tu vois.
Et d'un coup, il y a Fanny qui arrive, qui me regarde et qui me dit « Prends ton tel, fais ce que tu veux, filme ». Parce qu'elle sent, elle y va. Et donc, j'ai mon téléphone dans ma poche, je le sors, je me dis, vu tout ce que j'ai vécu dans ma vie, s'il y en a une qui peut filmer à ce moment-là. Pourtant, je t'assure que c'est des baraques, il y a les chiens du déminage, ça fait quand même peur. Je me dis, c'est Fanny qui me le demande, donc je le fais. Je suis arrêtée en moins de « Stop it now », il m'a dit. J'ai dit « OK ». Mais donc voilà, ils étaient là avec un Arthus Bertrand pour les séances photos, tout ça. Et donc, j'étais backstage. Il a un petit mot pour tout le monde. Hein. Barack Obama, il fait le tour. Oui. La cool attitude de Barack Obama, elle a fait le tour du monde. Ah, mais ça, moi, je voulais le vérifier par moi-même. C'est pas une légende en plus, c'est vrai. Ouais. Et j'étais avant qu'il arrive backstage. Donc, tu as une grande salle où il fait les photos. Donc, tu as des gens, des familles entières qui attendent. Qui sont 5 des fois sur la photo, elles ont optimisé le tarif de la photo parce que c'est pour une association. C'est Yann Arthus Bertrand qui fait les photos, donc il y a tout un truc comme ça. Et moi j'attends et je me dis je veux ressentir. Est-ce que Barack Obama, est-ce que c'est son titre qui fait son énergie ou est-ce que c'est son énergie qui fait son titre? Et avant qu'il arrive, il y a un truc qui flotte, qui est calme. Hein. C'est comme avant un tsunami ou une tempête tropicale. Tu vois, t'as un espèce de calme. Et d'un coup, il arrive et il est tout fin. Tu sais, il n'est pas... c'est pas un Golgoth, quoi. Il n'est pas impressionnant, en réalité. Mais il a une aura telle que tu es obligé de respecter le... Et puis, il est gentil. Et je pense que fondamentalement, il est gentil. Je ne sais pas pourquoi, moi, je l'ai ressenti gentil. Donc, tu as quand même le temps de poser, de prendre la photo. Oui, mais alors à l'arrache. Total. Elle est bien prise, la photo. Oui, mais on a failli ne pas la voir. Magnifique. On s'est dit que si on ne faisait pas vite, on n'aurait rien. Tu vois. Et pour en revenir justement à ton livre et qui parle d'intuition, à quel moment il y a des phases d'intuition dans cette rencontre avec Barack Obama? Alors, déjà, quand Fanny, elle me dit qu'elle a quelque chose à m'annoncer et qu'elle ne peut pas me dire au téléphone, je me dis, bon, elle va m'en parler quand elle va venir se faire coiffer. Et dès qu'elle m'en parle, je lui dis, tu ne peux pas y aller sans un staff beauté. Tu vois, j'ai une intuition comme ça que elle peut m'emmener. Donc moi, je lui propose et elle me dit non. Tu vois, première intention, c'est je ne pourrais pas. Mais moi, mon intuition, elle me dit je peux y aller. Et donc, tu vois, c'est mon intuition qui me fait arriver là-bas. Parce que si je ne propose pas ça à Fanny, j'y vais pas. Donc, ce n'est pas de l'opportunisme, comme beaucoup de gens pourraient le penser. C'est une pensée flash qui arrive comme ça, d'une façon un peu saugrenue, comme l'intuition sait le faire, quoi. Alors, on avait commencé évidemment avec cette image qui est, on imagine, aujourd'hui, on ne pourrait pas voir une image comme ça, en tout cas un bidonville comme ça, tel qu'il est représenté sur la photo, ça paraît assez invraisemblable en France. On voit pire, hein, pas autant. Ah oui, mais parce qu'à Paris, il n'y a plus de bidonville, donc ils sont dans des tentes quechua. Voilà, il y a des petites structures à droite à gauche qu'on voit sous les ponts et qui sont assez dramatiques. Là, c'est très organisé, en fait, la vie dedans. Et toi, tu vis là-dedans? Moi, je vis à côté. C'est un pavillon que mon père fabrique brique par brique, parce qu'il est très bricoleur, tu le sais maintenant, avec des amis, le week-end. Donc, je vois le pavillon monter, mais il n'est pas du tout terminé de construire. Donc, il y a des planches, il y a des clous. Enfin, c'est très dangereux. Je ne sais même pas comment j'ai survécu à ça. Mais mes amies, elles vivent là. Donc, je suis tout le temps... oui, bien sûr. Moi, je vais là-bas, quoi. Tu vas errer dans cet univers-là. Ouais. Est-ce que c'est un univers glauque, dangereux? Moi, je ne l'ai pas trouvé du tout glauque et dangereux, parce que chez moi, c'était tellement glauque et dangereux chez moi, que moi, je trouvais que quand j'allais là-bas, c'était gai et joyeux, un peu comme des saltimbanques. Ça veut donc dire que chez toi, c'était pire? Ouais. Ah oui, chez moi, c'était pire. Oui. Alors, évidemment, il faut regarder la première émission pour s'en rendre compte, mais c'est vrai que tu as dans ta vie d'enfant et d'adolescente, il est clair que entre les difficultés de ton père avec l'alcool, entre ta mère, enfin tout ça est très 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 difficile jusqu'à cette date du 28 septembre 85. Ah, je me rappelle jamais de cette date. Tu t'en souviens pas? Non. C'est ce qu'on appelle une petite amnésie traumatique, sans doute. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est pas la date du 28 septembre avec le suicide de ton père, c'est une phrase dont je me souviens encore dans la première émission que tu avais évoquée, où je crois que c'est ta mère qui dit ou c'est ton père qui dit ferme la porte, c'est ce soir. Qui dit cette phrase? En fait, c'est mon intuition qui me dit ferme la porte, c'est ce soir. C'est ça. Et c'est moi qui ferme la porte.
et je décuple les forces de mon père qui est très alcoolisé, qui n'est pas dans un bon... c'est pas un bon alcool. Et là, comme je lui ferme la porte, il est en colère, il tape dans la porte et il revient par un autre endroit qui est la porte d'entrée et je lui referme à nouveau la porte. J'ai 11 ans, et je crois. Enfin, il faudrait calculer. J'oublie aussi l'âge que j'ai. À chaque fois qu'on me demande, je ne sais jamais l'âge que j'ai. Mais ce que je sais, c'est que, tu sais, la porte, elle est en verre avec des croisillons et d'un coup, il me regarde et paf, tu vois, son poing, il traverse la vitre épaisse comme un cul de bouteille. Et je vois son tout qui saigne, tu vois, je vois un filet de sang et je réouvre la porte. Et je me dis, je vais le calmer. Parce que là, je sens que je suis allée trop loin. Et là, il me regarde et me dit, tu ne me crois pas. Et comme il échafaudait plein de plans de se suicider, mais de nous tuer avant, ben moi, je me dis, il y a ma mère qui regarde la télé, dans le salon, je l'ai trop énervé, donc je le suis. Tu vois, je le suis et j'essaye de le calmer. Je l'appelle papa, alors que je ne l'appelle jamais papa. Je me mets dans l'embrasure de la porte. Et là, je vois qu'il se penche, j'entends, parce qu'il fait nuit dans la chambre, j'entends qu'il se penche sous le canapé. Et je sais que sous le canapé, il y a une vanne de long rifle avec laquelle elle est toujours là, cette vanne de long rifle. Et je me dis, c'est pour nous. Tu vois, dans ma tête, ça va vite, c'est défragmenté à la fois. Et en fait, contre toute attente, il s'assied sur le rebord du lit. Et je le vois, il met la carabine et il la met dans sa bouche. Et là, j'ai plus le son, j'ai plus l'image. J'ai un bruit qui restera à vie, à vie. C'est un peu comme quand tu claques un livre. Tu vois, sauf que c'est poussiéreux, ça sent la fumée. Et là, j'ai ma mère qui... Moi, je dis à ma mère, reste là où tu es, reste là où tu es, reste là où tu es, parce que je me dis que si elle vient, ça va être nous. Et en fait, voilà, il se suicide ce soir-là. Et cette phrase, ferme la porte, c'est ce soir. Je ne peux pas te dire d'où elle est venue, qui m'a parlé. Je ne sais pas. Mais je pense que ça aurait pu tourner autrement. Tu dis c'est une phrase intérieure qui devient le symbole de l'intuition salvatrice, la voix de l'âme qui parle avant la raison. Oui, parce que là, il n'y a pas de raison. Je ne sais même pas ce que je fais, je ne sais même pas pourquoi je le fais, je ne sais même pas pourquoi je l'énerve autant. Voilà, là, c'est une intuition. Et c'est une intuition tellement forte que tu tu passes à l'action parce que c'est trop fort. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui suivent? Parce que là, effectivement, tu es très jeune. Oui, jeune là, je dois adolescente. avoir 11 ans. Ouais. Ensuite, moi, je continue d'aller à l'école. À l'école, personne ne s'occupe de... Personne vient me voir. Personne me dit que j'ai vécu un truc dur, traumatisant. Donc, moi, je reprends ma vie. Et je me dis que, voilà, on est débarrassé de ce père. Voilà, on est enfin, on va pouvoir vivre. Et non, ma mère ne vend pas ce pavillon. Reste dans ce pavillon, le fait devenir comme un trophée, ce pavillon. Et moi, je deviens coiffeuse après, par plein de... Parce que j'ai été loupée en coiffure, donc ça devient ma vocation. Et voilà, c'est ça. Je comprends que les adultes sont complètement peroxydés, périmés. Ils ne sont pas dans mon game, ils ne comprennent rien. Donc, je décide que je vais prendre en main ma vie. Je décide que je vais faire de la coiffure, que moi, je vais rendre les gens beaux. Et à 20 ans, ma mère tombe dans... En fait, on m'appelle un soir et là, je me rends compte qu'elle ne me reconnaît plus. C'est ma grand-mère qui m'appelle. Donc, elle ne me reconnaît plus. Elle est dans un état... En fait, elle est dans un état de maniaque. On appelle ça maniaque. Elle est maniaque. On découvrira après qu'elle est maniaco-dépressive. Moi, je la prends chez moi parce que ma grand-mère me le demande. Je crois que je vais pouvoir gérer ça. Et en fait, pendant 2 jours, c'est un enfer. Elle ne me reconnaît pas, elle parle aux gens, elle croit que c'est Satan. Bref, je le raconte dans le livre, je vais la laisser. Et c'est quelqu'un qui va s'en occuper et elle va être internée contre son gré. Et donc, je vais me retrouver dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, le film. Et là, tu te dis, OK, ça ne s'arrête pas. En fait, ça s'arrêtera jamais. Donc, je décide plus tard, après, d'aller vivre aux Antilles. En fait, je pense qu'inconsciemment, fallait fuir. Je plaque tout. Voilà. Et tout le monde m'en veut. Hein. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est que quand on a dit en avant-propos, quand on démarre l'émission, on dit ça aurait pu mal tourner. Ah bah, ta en vie plein aurait d'endroits. sacrément pu mal tourner. D'abord, j'ai pas les bons amis parce que là où j'habite, en plus, il y a l'hôpital de Nanterre pas très loin et l'hôpital de Nanterre, on va ramasser les clochards de Paris
on les ramène à l'hôpital de Nanterre pour les laver, pour un peu d'hygiène. Mais en fait, eux, ils ne bougent pas de l'endroit. Donc, ils restent sur le trottoir, ils sont mis dehors de l'hôpital, ils s'achètent des villageoises, tu sais, les petites bouteilles rouges avec l'argent qu'ils trouvent. Et c'est ma vision, moi, quand je vais à l'école. Il y a une mosquée aussi qui n'est pas loin. Donc, tout est dangereux, chez moi, dehors. Et à l'école, c'est pire, puisque les étudiants, c'est tout ce qu'il y a dans mon... Donc, en fait, je réchappe à tout ça grâce à une rencontre. Moi, c'est le titre de ton émission, mais moi, c'est ma meilleure amie que je rencontre. Je dis toujours. Et elle, je lui apprends le français chez moi, sur Cro-Blanc. C'est la seule qui peut rentrer chez moi. Mon père l'aime bien. Et elle, ce qu'elle vit chez elle, c'est tellement pire que je vois qu'il n'y a pas de jugement. Et ça devient ma sœur de cœur. C'est pour ça que je te dis, si j'avais quelque chose à changer, je la mettrais au démarrage de ma vie, elle. Et du coup, elle a tellement de colère en elle de ce qu'elle vit. Elle est réfugiée. Elle fait les ménages le matin avec sa mère à la Défense. Donc, elle a une grosse colère. Elle a une capacité de reproduire les gestes qu'elle voit à la télé de Bruce Lee, qui fait que c'est une combattante. Mais je pense qu'elle aurait pu aller aux Jeux Olympiques vers Teddy Riner ou un truc comme ça. Elle est vraiment contorsionniste en plus. Donc, elle a des qualités physiques énormes. Et elle a surtout une telle colère en elle que plus personne ne m'approche. Il fallait que ça sorte et du coup, elle est ton garde du corps. Elle est mon garde du corps alors que c'est une femme. C'est une femme qui a un visage très doux. Donc, tu ne peux pas imaginer que si tu la branches 2 secondes, il faut faire gaffe. Mais après, tout se sait dans ce collège de fous furieux. Tout se sait et on sait que je suis son amie. Donc, des fois, j'entends des gens qui ont des mauvaises intentions envers moi et on leur dit rapidement, tu sais que c'est l'ami d'Asna. Et tac, ça se calme. Donc, j'ai une protection comme ça qui est mise. Que tu n'as jamais eue dans ta vie. Ce qui est quand même une grande première. Et donc, j'imagine, très réconfortant pour le coup. Oui, et puis c'est moi qui l'ai choisi. Parce que, en fait, dans ce grand bahut, quand j'arrive, pourquoi je vais vers elle? Reconnexion d'âme, là. Elle parle même pas français. Tu suis ton intuition. Ah ouais, là, c'est comme si, je sais pas. Même aujourd'hui encore, je sais pas dire. Mais je pense que je vais que vers elle. Je me dis, il y en a qu'une qui est à peu près nette, là, dans l'endroit. C'est elle, mais elle parle pas français, tu vois. Tout est dur, quoi. Des barrages. Mais amitié, aujourd'hui, elle est décédée. Et du coup, moi, je vis pour 2. Tu vois, Barack Obama, je l'ai vécu pour 2. Et je lui ai dit, j'espère que tu vois où je suis. Il y a des fois où, d'ailleurs, dans ton livre, tu parles de clairaudience, tu parles de tes ressentis. J'entends. De ce qu'on entend, de ce qu'on... Moi, je décris comme cette fameuse intuition plus. Ouais. C'est-à-dire, tu as ces facultés. Oui. J'entends des phrases, tu vois, qui tombent, elles n'ont rien à faire là. Par exemple, j'ai eu « Regarde ton bail ». Regarde ton bail, moi, je suis commerçante. J'avais pas envie de regarder mon bail. Je démarrais des travaux. Donc, j'avais qu'une envie, c'est de ne pas regarder mon bail. Mais ça a insisté. Donc, j'ai eu après une procédure avec mon bailleur. Ensuite, j'ai eu « Change ta voiture ». Et je me disais, c'est une arnaque parce qu'après le Covid, elles étaient très basses, les voitures. Mais en fait, il n'y en avait plus. Donc, voilà. Récemment, j'ai eu... Il y a un rôdeur. Je dis, mais alors, c'est qui rôde? Est-ce qu'on peut me parler plus précisément? Distinctement, ouais. Et en fait, le rôdeur, je l'ai vu après. Et c'est une voisine qui m'a prévenu qu'il y avait un homme qui me cherchait. Voilà. Donc tu entends? Ouais, donc je sais que j'entends. Est-ce que tu veux pousser ça ou pas? Je sais le travail que c'est parce que, comme j'ai pris des cours d'intuition, je sais que c'est un vrai travail. Mais je sais que quand ça vient tout seul ou quand je coiffe des gens, tu vois, parfois j'ai des choses quand même. C'est sûr. Mais j'ai appris qu'il faut pas dire comme ça ce que tu reçois. Parce que si la personne t'a rien demandé, il faut pas le dire. Mais si je reçois pour moi, alors je vais écouter. Et les rares fois où j'ai pas écouté, je m'en suis mordu les doigts. La grande difficulté, on a déjà fait des émissions sur l'intuition, la grande difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre du subtil, donc de cette intuition vraie, et du mental. Quand c'est incongru, quand ça ne rime à rien. Tu vois, tu es en train de te laver les dents, il y a un rôdeur. Là, c'est l'intuition. Oui, et puis moi, j'ai des contacts avec des médiums, donc j'appelle quelqu'un, je dis, est-ce que cette personne-là peut rôder? On me dit non. Après, du coup, quand le rôdeur vient, je dis, est-ce que c'était lui? On me dit oui.
mais qui me parle? Voilà. Donc, je les vérifie aussi, les intuitions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te poses encore cette question de te dire, mais qui me parle? On me répond parce que j'ai de plus en plus de médiums autour de moi. Donc, je sais qu'on a des guides, qu'on a des protecteurs. Oui, mais ça, c'est les informations des autres. Ouais, de ce que toi, tu ressens proprement dit. Moi, je pense qu'on a à l'intérieur de soi une musique très fine qui, si on l'écoute, en fait, je ne pense pas que ce soit à l'extérieur. Je pense que ce soit à l'intérieur parce que toutes les zones que je raconte comme ça, avec le sourire, moi, j'ai été tellement atteinte d'anxiété. Ce n'était pas de l'anxiété sociale, c'était de l'agoraphobie. Donc, de l'agoraphobie, c'est tu ne peux plus être au contact des gens. Personne, ouais. Et c'est une pathologie qu'il aurait fallu traiter comme ça. Bien sûr. Mais je me dis qu'en fait, tu vois, les gens parlent beaucoup de Nuit noire de l'âme, et moi, j'en parle dans mon livre sous la forme de Negredo, mais en réalité, je suis allée là, et qu'est-ce qui te reste après? Il te reste toi et ton intériorité. Il faut que tu plonges. Et c'est pas terrible, parce qu'en fait, il n'y a rien de beau à l'intérieur, vu qu'on ne t'a pas fait cultiver ton champ. Moi, je m'appelle Ève, il n'y a jamais eu de paradis, tu vois. Donc, je vais dans quelle pièce? Celle-là, elle fait peur, celle-là, elle fait peur, celle-là, je suis seule. À un moment donné, il faut que tu descendes dans toi. Et c'est long, hein. Ça prend des années. Mais là, tu entends des choses. Tu entends des choses. Par exemple, j'ai eu un champignon ici au niveau du sphénoïdal, et j'entendais « tu pourris de l'intérieur ». Oups. Et je vais chez un dentiste, je me fais louper une dent. Donc, rien à voir avec le champignon. Seulement, en vérifiant le loupé et en rétablissant, si tant bien que mal, le loupé de la dent, on me passe une radio et on me dit, alors là, par contre, vous ne serez pas reporté. On est pendant le Covid. On me dit, vous n'avez pas mal à la tête? Je dis non. On me dit, alors là, vous allez aller à la Riboisière. C'est un professeur qui fait ça. C'est très spécifique. C'est compliqué. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu peur en me faisant opérer parce qu'ils étaient 10. Et donc, j'avais un champignon là, qui était là depuis un moment, mais qui te tue parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'oxygène. Donc, ton cerveau, il ne peut plus, il est plus irrigué, fonctionner. Donc, et là, j'ai raccroché les wagons avec « tu pourris de l'intérieur ». Donc, j'avais l'information, mais moi, je n'ai pas d'IRM. Donc, je me demande, est-ce que vous pouvez être plus clair? C'est sûr. Quand ça me parle, tu vois. Alors, est-ce que c'est mon corps qui sait? C'est ce qu'on dit souvent. On dit que c'est le corps qui parle et qui fait qu'à un moment donné... Ouais. Ou est-ce que c'est un champ informationnel, tu vois, que j'arrive à lire, que j'arrive à aller capter En tout cas, c'est la clé numéro 2. Et tu parles de cette clé numéro 2, et notamment de ce travail d'introspection que tu fais. Alors, moi, je dis toujours qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique. C'est-à-dire que c'est facile de dire « oui, mais il faut faire un petit travail ». Non, mais moi, je l'ai vraiment fait. Hein. Mais toi, tu l'as vraiment fait. Ouais. Et tu dis et c'est pas un truc surhumain. Hein. C'est dur quand même, mais... Tu dis, voilà, se couper pendant 15 minutes chaque jour. Ça, c'est pas dur. Tu te coupes de tous les écrans, d'accord? Tu fais la respiration, tu médites, voilà. Et pour se mettre évidemment en onde alpha et se poser une question ciblée. Oui. Et t'attends la réponse. Ouais, 15 minutes. 15 minutes. Mais tu peux te mettre devant une bougie, t'es pas obligé d'être en méditation comme ça. Bien sûr. C'est juste, arrête, va marcher. Il ne faut pas courir dans ces moments-là parce que ça active le cerveau et ça l'enlève de l'onde alpha. Mais juste d'observer, même là, si je regardais les Rubik's Cube là, pendant 10 minutes, et avec une question, une intention, j'aurai une réponse. Peu importe si elle est bonne ou non. C'est un travail de reconnexion à soi. La difficulté, c'est lorsque la réponse t'arrive, est-ce que tu arrives donc effectivement à faire le distinguo entre ce qui est de l'ordre du truc que tu inventes complètement parce que c'est ton mental qui y travaille, ou est-ce que, hop, l'information, il faut la prendre telle que. Ouais, et on dit souvent que la première intuition est souvent la bonne. Donc, est-ce que tu fonctionnes comme ça? Tu prends toutes les infos qui sont venues parce qu'au début, ça vient un peu en bordel. Hein. C'est un peu comme quand tu essayes de te mettre à méditer, tu penses à tes courses, tu penses à tout ça. Mais au bout de 10 minutes ou 15, tu arrives à avoir une ou deux... si vraiment tu t'es concentré sur un point, tu arrives à trouver une solution à laquelle tu n'as pas pensé. Après, libre arbitre de la tenter ou pas. Mais tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de traitements EMDR après, hypnose et tout ça. Et en état d'hypnose, une fois, mon hypnothérapeute m'a demandé quelle était pour moi la solution. C'est-à-dire qu'il me demandait à moi de trouver ma solution alors que moi, j'allais le voir. Pour avoir une solution. Pour avoir une solution en état d'hypnose. En fait, il a mis un papier devant moi
Et il m'a dit dessiner. Tu vois, j'étais encore en état hypnotique, mais j'y croyais pas tellement. Hein. Et j'ai dessiné un funambule, c'est-à-dire un vélo sur un fil. Et je me suis dit, en fait, voilà, la solution, c'est de jongler. C'est de balancer et de trouver une solution qui balance. J'avais pas la solution. Je l'avais pas encore. Mais je l'ai trouvée en balançant après, comme ça. Alors, quand on présente Ève, on a toujours du mal parce que tu ne rentres dans aucune case. Je sais. Et évidemment, on dit, bah voilà, Ève, on la connaît parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'esthétique, quand on parle de coiffure, quand on parle de toutes ces choses-là, c'est ce qui te colle à la peau. Je sais. C'est pour ça qu'on te connaît à la base. Bon. Et notamment avec tes méthodes et tes accompagnements. Sauf que tu as dit un truc quand on était hors antenne, et c'est là où je me suis dit, mais c'est bien sûr, on a souvent caricaturé un peu les coiffeuses en disant, oh là là, c'est le café du commerce, parce que tout le monde vient se confier, tout le monde blablabla chez le coiffeur, voilà. Et les coiffeuses, elles entendent tout, elles savent tout, elles sont au courant de tout dans leur périmètre et dans leur... Mais c'est vrai. Et c'est tellement vrai. Et c'est là le travail de coach. Oui. Il y a un vrai travail de coach quand tu entends toutes ces femmes qui viennent. En plus, toi, ton salon, c'est une personne à la fois. C'est un salon privé. Ah, c'est un salon privé. Oui. Donc, du coup, tu es seul avec ton client, ta cliente. Donc, tout est fait pour qu'elle soit mise en confiance et qu'elle se livre. C'est ça. En fait, c'est du coaching que tu fais. C'est ma force. C'est que depuis des années, ça fait 30 ans, que j'accompagne les femmes dans leur image, que j'entends leur envie de vie et qu'elles ont des potentiels qu'elles ne voient pas, que moi je sens. Des fois, il n'y a pas de potentiel. Hein. Mais des fois, non. Mais des fois, il y a celles qui voudraient, puis en fait, non. Oui, mais... et là, il ne faut pas y aller parce que ça ne sert à rien. Tu perds du temps. Mais des fois, en une phrase, tu peux débloquer, tu peux lever une croyance limitante. Et c'est là où tu as dit tout à l'heure un truc qui était intéressant, c'est de dire, mais on ne peut pas tout dire parce que parfois, certaines personnes ne sont pas aptes à accueillir ce que tu as à dire. Oui. Donc aujourd'hui, tu as ce filtre suffisamment fin et... Oui. Alors, j'aime bien parce que plus j'avance dans la vie, plus je suis fine. Plus je te prends un exemple. Une femme qui n'avance pas dans la vie parce qu'en fait, elle est sous emprise de son conjoint. Bah, si elle ne réalise pas qu'elle est sous emprise de son conjoint, elle ne va pas pouvoir avancer dans la vie parce que la problématique, ce n'est pas d'avancer dans la vie, c'est sa relation avec son conjoint. Une autre, voilà, elle ne va pas réussir à y aller, mais en fait, c'est son enfance. Tu vois, ce n'est pas à l'endroit où elle bûche, ce n'est pas à l'endroit où elle travaille énormément, mais elle bute en permanence. Je vais te prendre un exemple comme ça qu'on m'a dit avant-hier. Une femme qui pensait qu'elle voyageait tout le temps et ses thérapeutes lui avaient dit qu'elle fuyait. Et en travaillant avec moi, elle a vu que le voyage, c'est son ancrage. C'est ce qui fait qu'elle est contente de rentrer chez elle. Tu te rends compte de la différence ? Donc là, tu te dis, tu as une autre lecture des choses. Ça fait qu'elle s'en voulait un petit peu de toujours voyager. Elle culpabilisait parce qu'on lui avait dit c'est une fuite. Non, quand tu le vois comme un ancrage et comme une possibilité d'aller chercher des inspirations pour les mettre en création après dans ta vie, ah bah là, tu as levé à... C'est pas la même vision. Non, et je vais jamais là où vont les autres. Et dans mon livre, j'en parle aussi. Tu sais, quand j'ai travaillé avec des mannequins, avec des photographes, d'abord j'ai lancé le photographe, ensuite j'ai lancé le mannequin, ensuite j'ai lancé le couturier. Tout ça, je l'ai fait... des fois, j'ai perdu 10 kilos parce que je les ai accompagnés trop. J'ai fait avec eux les cartons d'invitation, j'ai trouvé les salles. Voilà, ça c'est multipotentiel un jour, multipotentiel toujours. Mais et j'en ai même un qui est venu récemment, qui m'a dit « Je peux revenir dans le game, si t'es mon agent, si t'es... » Mais moi, je fais plus ça, en fait, parce que j'y vais plus avec enfin, je veux plus perdre autant de kilos, quoi, tu vois. C'est énergivore, ouais. Mais quand j'ai arrêté quelqu'un de dos, je le raconte dans le livre, bah derrière... Enfin, il faut lire le livre, mais derrière, ce qui se passe, c'est juste comment j'ai pu savoir ça de dos. Donc, c'est pareil en coaching. C'est pour ça qu'il est quand même intuitif, mais il a une base. C'est comme moi en coiffure, je suis maître artisan. Donc, on parle de moi comme coiffeuse intuitive, mais la réalité, c'est que j'ai beaucoup travaillé ma technique. Donc, ça fait un peu comme Yves Saint-Laurent. Tu vois, tu as Ève Bria, coiffeuse intuitive. Derrière, elle développe des formations. Derrière, elle fait son émission pour les entrepreneurs sur la coiffure. Derrière, elle écrit dans la presse professionnelle. Derrière, elle monte une plateforme estime de soi. Et derrière, elle sort un livre.
Et ensuite, elle sort des produits qui vont bientôt être vendus au Monoprix. On va en présenter tout à l'heure. Alors, je ne fais pas exprès. Je ne sais pas comment dire. Et je trouve que chacun, parfois, a le même potentiel que moi. C'est juste qu'il n'y va pas parce qu'il y a un manque d'estime de soi. Et ça, c'est ce que j'ai eu. Donc, je suis passée par là. Mais la colonne vertébrale qui te maintient reste quand même la coiffure. Oui. Parce que c'est le terrain. Le terrain. Où en sont les gens? Comment ils vivent actuellement, là? Ce qui se passe. Moi, je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas les infos. Mais je sais en recevant les gens que, là, il faut peut-être que tu allumes un peu les infos. Voilà. Et pourtant, dans mon salon, on ne parle pas d'infos. Hein. On parle connexion, spiritualité, oracle. On parle de plein de choses, mais pas de ça. Mais tu peux le sentir. Et des fois, il y a des gens qui rentrent. Tu vois, il y a un temps de consultation au salon. Donc, on parle où elles veulent aller avec leur coiffure. Qu'est-ce qu'elles voudraient faire? Des fois, tu en as qui sont dans une profession très lucrative, mais elles aimeraient développer à côté leur passion. Ça, c'est généralement vers la cinquantaine. Comme j'ai 50 ans, j'attire un peu les clientes qui me ressemblent. Et la dernière fois, j'en ai une qui me dit, voilà, j'ai un projet de coaching, j'aimerais le remettre en place. J'entends. Je ne lui dis pas du tout que je suis coach. Hein. Je ne dis rien. Maintenant, ils vont tous le savoir. Hein. Oui, mais là, je lui dis pas, je la laisse. Je la coiffe, on fait le shampoing parce que je coiffe avant. Et en fait, je vois pendant le temps de pause qu'elle touche mon livre. Tu sais, les gens, ils touchent mon livre. Ils disent, ouais, elle est blonde. Elle est blonde. Ensuite, quand ils ouvrent, il faut que j'amène des Kleenex. Enfin, je les reprends, ils sont plus dans la même énergie. Je suis même un peu désolée parce que je me dis, tu vois, je les ai... je vois qu'ils me regardent plus du tout pareil. Et cette dame-là, à la fin, elle me dit, votre livre, il faut faire bien attention parce que ce n'est pas un livre de coiffeuse. Et si vous faites des interviews, faites bien attention qu'on ne vous ramène pas vers la coiffure à chaque fois. Et je lui sens une vraie puissance. Tu vois, je lui sens une puissance de coach. Et je lui tends mon livre. Je lui dis, écoutez, moi, j'ai besoin d'un coach. C'est la coach qui demande à être coachée. En fait, elle me dit qu'elle a un projet pour devenir coach. Moi, elle ne sait pas que ce qu'elle va me dire, ça va me déclencher. Elle peut être mon coach parce que je cherche un coach média, par exemple. Donc, quand je lui tends le livre, elle recule. Elle m'explique qu'elle a fait un burn-out, que c'est compliqué, que là, c'est pour le mardi, tu vois, il n'y a que le week-end pour le lire. Je lui ai dit, moi, votre prix sera le mien. Tu vois, je n'ai même pas de prix. Donc, elle m'a donné 2-3 astuces. Elle est repartie avec mon livre que je lui ai offert. Et les astuces qu'elle m'a données étaient bonnes. Et elle m'a dit, j'ai fait 16 ans dans les médias. Je le sentais. Je sentais qu'elle avait cette capacité. Pour autant, elle n'a pas pris ma proposition. Alors que la question initiale, le truc initial, c'est je vous coiffe pourquoi? Je voudrais reprendre une activité de coach. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui veulent être coachés par Ève Bria, mais qui viennent pas se faire coiffer, c'est pas possible alors? Si, parce qu'il y a une plateforme, j'ai créé toute une plateforme. Alors, j'ai enregistré 20 vidéos dans un style très, très beau, tu vois, 2 caméras, travelling, ingé son. J'ai écrit mon coaching, c'est le mien. C'est le coaching que j'aurais aimé trouver. Donc, on y parle alimentation, on y parle neurosciences, on y parle découvrir son why, enfin son pourquoi. On se pose des vraies questions. Alors, ça fait un peu travailler. Hein. C'est pas un coaching où j'envoie des slides dans la figure. Donc, j'explique mon parcours avec des preuves. J'ai mis ma photo de moi au départ, où je suis allée après. Donc, déjà, tout est vrai. Ensuite, j'explique ce que j'ai fait. Et à la fin de chacune des vidéos, il y a des exercices que les gens doivent faire. Concret. Et ensuite, c'est eux qui choisissent combien de fois ils veulent me parler. Donc, il y a 3 options. Il y a le facile et léger, tu le fais tout seul. Il y a le premium et il y a le VIP. Le VIP, c'est sur 3 mois. Et moi, je pars du principe que pour changer sa vie, tu ne peux pas, comme ça, sur le coin d'un fauteuil, donner 2-3 conseils et ça va le faire. Il faut vraiment voir où ça bloque. Et c'est la personne elle-même qui va comprendre. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Et moi-même, j'ai été coachée 2 fois dans ma vie. Une fois, on m'a coachée, on m'a totalement perdue. J'ai tout remis dans une affiche, dans un dossier. J'ai jeté. Et c'était le morphing intuitif. Donc, tu vois, c'était quand même... Je l'avais bien en tête. On m'a tellement... Parce que ce n'était pas une coach, en fait. C'était quelqu'un qui se disait coach. Et ensuite, j'ai eu une vraie coach. Je peux te dire qu'une vraie coach, tu tousses. Ouais. Tu tousses. Et moi, mon coaching, il fait un peu tousser. Mais d'ailleurs, souvent, les gens me disent, est-ce qu'on peut reporter la séance là à dans une semaine? Je dis, non. Parce qu'en fait, le timing is le timing. Il y a un process, bien sûr.
Et ça s'adresse à qui alors? Alors, généralement, moi, j'aime bien les femmes. 45, 50 ans, quand elles ont elles ont compris que tout ne s'acquiert pas facilement. Mais la réalité, c'est que sur ma plateforme, il y a des témoignages. Au niveau du coaching, il y a quand même un homme qui s'appelle Magic Hands, Jordan, et il venait me masser, tu vois, chez moi. Et en fait, il avait des blocages. Et sur un coin de couloir comme ça, je lui ai dit 2 trucs, et il le dit dans le témoignage, tu m'as débloqué en... Et aujourd'hui, la plus grande école de massage de France, il fait des voyages à l'international en immersion. Il a dégommé le game, tu vois. Et donc... il n'a fallu qu'une ou 2 phrases. Ouais, parce que j'ai vu que intuitivement, j'ai senti que là où il bloquait, il allait bloquer longtemps. C'était un blocage qui faisait partie de son... Donc là, tu peux le faire comme ça, one shot, parce que lui, il a un QI à je ne sais pas combien. Donc, il y est allé plus facilement. Il a beaucoup travaillé sur lui aussi. Puis, il a une hargne, tu vois, un allant. Mais si tu prends quelqu'un de, on va dire, entre guillemets, normal, qui avance à son rythme, ben, les gens, il faut qu'ils reviennent sur pourquoi ils ont choisi ça. Du coup, pourquoi ils n'y arrivent pas. Souvent, des gens qui font tu sais, à 50 ans, qui changent de métier. Comment est-ce que ça s'appelle? C'est la crise de la cinquantaine, souvent. Oui. Et quand tu fais une reconversion. Une reconversion. Voilà. Et toc, ils deviennent thérapeutes, par exemple. Et ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Ben, moi, je sais. Et où est-ce qu'il faut aller pour que ça marche? Ben, je sais. Donc, avant, je donnais tous ces conseils au siège. Mais en fait, ça ne sert à rien. Parce que l'estime de soi, il n'est pas travaillé. Donc, dans les 20 vidéos que j'ai tournées, tu travailles ton toi. Tu vas descendre à l'intérieur de toi. Tu vas travailler avec ton intuition aussi. Et après, les rendez-vous qu'on a, ben, c'est ensemble. Et puis là, on peut affiner, peaufiner. Mais à la fin, l'idée, c'est qu'il y a un plan d'action, mais réalisable, atteignable, smart, on dit. Hein. Pas n'importe quoi. Oui, vous pouvez le faire. Non, si tu peux pas, tu peux pas. Il y a des gens, par les faces caméra, je sais qu'ils pourront jamais. L'élocution, c'est pas pour eux. Par contre, ils ont un autre talent naturel caché qu'ils n'ont pas vu. Et moi, ils me clignotent. Et je me dis, ouais, il n'y a personne qui a dit qu'il fallait aller là. Voilà, moi, ça m'amuse. Ce qui est assez fou, c'est que tu es une autodidacte. Hein. Oui, complètement. Et ce qu'on peut penser de moi, c'est que je suis éparpillée. La réalité, c'est que tout ce que j'ai commencé de faire, j'ai toujours terminé. Pas dans le même temps, parce que tu ne peux pas être coiffeuse intuitive, créer ta marque... parce qu'à terme, ça va devenir une franchise, ça. Et ensuite, bah, tu vois, Yves Saint Laurent, il a la maroquinerie, les parfums. Pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de faire pareil? Bien sûr. C'est juste, je n'ai pas les équipes d'Yves Saint Laurent. Mais dans l'idée, quand je vais pitcher pour Yves Saint Laurent ou Armani, bah, c'est Eve Bria qui vient parler à une marque comme ça. Donc, je me dis, il y a une vraie légitimité à rebooster toute une salle. Dans mon salon, je rebooste les gens, mais ce n'est pas que par la coiffure. C'est un message. Tu sais, les gens, ils arrivent un peu déprimés parce qu'ils vivent. Et si tu leur impulses une dose de « c'est possible, tentez-le », une action. Moi, j'ai eu du mal à aller jusqu'à mon ascenseur. Je le dis dans le livre. Avec l'agoraphobie, je n'arrivais même pas à emmener ma fille à l'école. Donc, j'ai été 3 ans chez moi à ne pas pouvoir sortir. Je suis sortie par l'esprit en écrivant ce livre. Tu vois, je ne savais même pas qu'il serait édité. Je ne savais pas. Donc aujourd'hui, j'ai rajouté les clés pour aider les gens à avancer. Et l'idée de ce livre, c'est vraiment que, où qu'on soit, même si c'est pas top, même si c'est dans la pénombre ou dans le noir, et toi qui as une petite étincelle à un moment donné, elle est peut-être un peu moyen, mais si tu ressouffles dessus, hein, peut-être qu'elle va se... C'est pas peut-être, c'est sûr, elle va se rallumer. Et comme je disais, le travail de... T'es tellement mal que chaque pensée négative qui rentre, tu dois la griller pour qu'elle lâche l'affaire, qu'elle quitte ton cerveau, et de reprogrammer par la nutrition, par tout ça, par le sport. Je l'ai fait. Alors, c'est un travail, mais je l'ai fait. Et c'est possible. Et c'est possible. Bon, il faut être quand même décidé. Donc, c'est pour ça que c'est un coaching qui s'adresse aux gens décidés. Pas juste, on ne va pas juste fanfaronner. Décidé, mais donc du coup accompagné. Et si vous êtes bien accompagné avec la volonté... C'est obligé que ça y aille. Ça ne peut que se faire. C'est obligé que ça y aille. Voilà. C'est soit tu tombes sur un mauvais coach, tu remets tout dans le dossier, tu dis j'abandonne l'idée. Soit tu tombes sur Eve Bria, tu vas peut-être bifurquer un peu l'idée parce que là c'est peut-être trop niche et c'est peut-être pour ça que tu n'y arrives pas. Tu vas peut-être réévaluer toi-même
Toi-même, ton pourquoi, Parce que des fois, les gens, ils font des choses, c'est pas pour eux, c'est pour leur famille, socialement. Tu vois, il faut quelqu'un qui aille débroussailler ça. Bon, ça, j'ai vécu tellement de choses toxiques dans ma vie, avec cette famille, avec ses amis, que je sais débusquer ce qui est à travailler. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Vraiment. Qu'est-ce que dans la galaxie Ève Brillat, quelle serait la vision dans les 10 prochaines années? Il y aurait quoi? Donc, il y a le coaching, le salon de coiffure, peut-être en ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut développer de plus? J'aimerais une émission où je relook les gens en direct pour boucler la boucle, mais sans louper les gens. Tu vois, l'émission que je regardais, en fait, elle n'a jamais été refaite, cette émission. Et puis, je serais une femme. Donc, je serais légitime parce que c'est toujours des hommes. Qui relook? Ouais. Ouais, les émissions les plus populaires qu'on ait pu voir sur ces sujets-là, c'est des femmes qui relook. Non, tu parles de Christina Cordula, là. Par exemple. Mais elle ne fait pas les cheveux. Ah oui, il n'y a pas la coiffure. Non, exact. Dans la coiffure, okay. tu as Nicolas Waldorf, exact. que je connais bien, que j'ai interviewé, Johan Menzorian, qui a pris sa suite, que je connais bien aussi, que j'ai interviewé aussi. C'est des péchus, tu vois, c'est des gens qui t'emmènent, ils pourraient t'emmener une galerie commerciale avec eux. Nicolas, on l'a reçu ici. Ouais, et moi, je l'aime beaucoup, hein, Nicolas. Oui, absolument. Lui aussi a un parcours de vie. Oh là là, et puis il est partout. Ouais, tu as l'impression qu'il est dispersé. Mais... Et il est tombé, hein. Et il l'a dit. Et il est tombé. Hein. Et il l'a dit. Tu vois, il a eu l'honnêteté et aujourd'hui, il récupère. Jusqu'à la faillite, hein. Oui, clairement. Et aujourd'hui, il récupère la vérité qu'il a dit. C'est-à-dire que son authenticité, lui disait, il y a le feu au lac et personne ne dit rien. Et là, moi, tout le monde me disait, il devrait se taire. Moi, je disais, non, s'il a décidé de dire sa vérité. Eh bien, aujourd'hui, je peux t'assurer que dans les événements mondiaux que je fais, Nicolas Waldorf, il peut même plus accéder, les gens ne peuvent pas accéder à lui tellement il y a de monde. Ça veut dire que la vérité... finit toujours par triompher. Oui. Et moi, j'aime beaucoup Nicolas pour ça, parce qu'il ne m'a pas caché dans l'interview qu'il était dans la merde, une merde intersidérale. Et d'ailleurs, parce que moi, j'ai interviewé pour que les gens puissent prendre des tips et moins se faire avoir dans l'entrepreneuriat de la coiffure. C'était ça mon... Et lui, il a dit toute la vérité. Rien que la vérité. Et tout le monde était contre sa vérité. Il fallait se taire. Il fallait pas dire que le métier était en berne, il fallait rien dire. Et lui, il disait tout fort ce que les gens voulaient taire. Mais aujourd'hui, c'est sa plus grande force. Oui, non, c'est bravo à lui, effectivement. Et au-delà, évidemment, de son parcours et de l'amour qu'il a pour sa maman. Ah oui, sa mère. Ah là là, sa mère, c'est vraiment... c'est sa déesse. Hein. Et à chaque fois, quand il en parlait en pleurant ici, c'était très émouvant. Ouais, donc, voilà. Une émission. Oui, mais j'aimerais bien une émission, alors pas comme Nicolas. Hein. Je veux dire, je voudrais pas toute une équipe pour changer les vêtements. Ok. Moi, juste la tête. Ouais, je voudrais juste les cheveux, s'il vous plaît, monsieur Cadbury, juste les cheveux. Okay. Parce que quand tu travailles avec une équipe, on t'emmène vers l'équipe. Tu vois, je voudrais rester et que ce soit psychologique. Tu vois, qu'il y ait une notion d'accompagnement par... pour moi, la coiffure, c'est la signature de l'âme. Donc, je voudrais que ça soit vu. Et j'ai eu parfois des gens qui m'ont approché pour des projets comme ça. Le truc, c'est que il faut que les gens se livrent face caméra. C'est difficile à avoir parce que ces moments d'intimité que j'ai moi régulièrement dans mon salon, dès qu'une caméra s'allume, tu les as plus. Et tout de suite, il y a une espèce de jeu de rôle où on joue un personnage. Qui est normal. Hein. Qui est normal, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, tu perds ce que moi, j'ai tout le temps. Donc, je voudrais réussir à montrer, tu vois, l'intériorité des gens en passant par les cheveux. Ouais, en même temps, tu sais que 9 fois sur 10, et je pèse mes mots sur ce sondage, qui n'en est pas un, mais qui est le mien en tout cas, c'est 9 fois sur 10, les gens qui ressortent chez le coiffeur ne sont pas contents. Hein. Je sais. À chaque fois, tu sais que moi, je sors chez le coiffeur, avec le peu qui me reste, je mets une casquette en sortant. Mais tu sais que c'est... Parce que je suis jamais content. C'est 95% des coiffeurs qui ne se forment jamais. C'est pour ça que moi, je ne veux pas former dans mon métier en cheveux, parce que je sais la somme de travail que ça représente, et donc je ne veux pas aller là. Moi, dans mon académie, tu vois, il y a des cours de marche, de posture, parce que comme on le disait, moi, au départ, j'étais mal habillée, je parlais mal, je parlais comme dans ma banlieue, j'étais embarquée par des garçons qui craignaient, quoi. Tu vois, j'avais vraiment un look de merde, faut le dire, pour pas se faire embêter, quoi, en fait. Ouais, bien sûr, mais et la coiffure, on m'a regardé, on m'a dit, Ève, là, ça va falloir changer. Hein.
ça, faut plus parler comme ça. Hein. Ça, tu vois, et moi, j'étais non, ça, enfin, moi, je viens apprendre un métier, on va pas tout me changer, moi. Mais finalement, ils l'ont fait avec bienveillance. Ensuite, j'ai rencontré des photographes de mode, des mannequins. Ils m'emmenaient dans leurs soirées. Ils me disaient, mais Ève, là, tu peux pas y aller comme ça, il te faut des talons. Je disais, des talons? Mais des talons? Mais tu crois vraiment que je mette des talons? Mais Ève, t'es petite. Quand le vigile, tu sais, à l'entrée, le physio, bah, il laisse rentrer parce que c'est des mannequins, donc forcément, il laisse rentrer. Mais il dit, non, tu mets des talons. Je disais, mais je sais pas marcher avec des talons. Ce sont des mannequins qui m'ont appris à marcher avec des talons. Ben, moi, aujourd'hui, j'enseigne ça aux femmes. Parce que ta posture, une fois que tu as réglé ton être intérieur, tu es mieux, tu sais où tu veux aller, bah, faut encore régler le fait que, non, un jour, il faudra que tu sois face caméra et que tu parles. Et que tu assumes ton authenticité. C'est ce qu'on pourrait appeler des cours d'éloquence. Oui, et de marche. De marche aussi. Carrément, de posing. Ça, je l'ai beaucoup fait, donc je sais le faire. Parce que je l'ai appris avec des mannequins. C'est vrai que faire ça face caméra en public, alors quand on est en privé, j'allais dire, dans un cours de coaching, ça va. Oui. Quand il faut le faire devant une caméra. Oui, mais dans l'académie, tu as des groupes. Ouais, dans l'académie, tu as des groupes. Et les femmes, elles adorent parce que chacune voit que l'autre galère. Hein. Donc, personne qui arrive. Hein. Le livre, l'Académie Ève Bria. Les produits, bientôt en vente au Monoprix. Oui, c'est ça. Voilà. Ils vont être revisités en termes d'images. Mais voilà, ils s'appelleront... en termes de packaging, tout ça, tu veux dire? Oui, ils s'appelleront Ève Bria. Ouais. Et alors, sur mes produits, il y a l'élément air, terre, eau, feu. Voilà, donc c'est là-dessus que je fais retravailler le packaging parce qu'ils vont être connectés. Tu te rends compte quand même? Non. Non, mais c'est vrai. Ouais. Le chemin. Je m'en rends pas toujours compte. Sur la première image que tu as projetée, là, je me dis... oui. Là, je me rends compte. Il y en a une autre image que je voulais aussi, mais je vais te la montrer à la fin. Ouais. C'est vrai que les 5 clés que tu préconises dans le livre, encore une fois, évidemment, c'est plein de bon sens. Et on se dit, voilà, essayons de mettre ça en application, essayons de structurer nos vies pour qu'on puisse sortir parfois de certaines ornières et puis écouter cette intuition. Mais ça paraît aussi tellement abstrait d'écouter son intuition. Parce que la première des choses, quand il y a quelqu'un qui n'est pas très ouvert spirituellement, mais qui s'y intéresse, la première chose, c'est qu'il va te dire « mais je ne sais pas comment on fait, moi ». Mais s'il faut, c'est mathématique, je l'explique dans le livre. Bien sûr. S'il faut, c'est mathématique, juste parce que j'ai quand même eu des retours de gens qui avaient beaucoup étudié l'intuition, qui m'ont dit « il y a quand même des trucs que tu as écrits, je me suis mise à les faire, sans même savoir que je les faisais ». Je réalisais après que je faisais ce qui était indiqué dans ton livre. Mais des trucs tout bêtes, tu sais, tu te couches le soir, plutôt que de garder en tête tes problèmes, bah, tu les notes sur un papier. Et ben, quand tu vas te coucher, tu peux réfléchir plus facilement que si tu les as gardés en tête. Ça, c'est une petite action qui est toute petite à faire, mais ça te libère le cerveau d'une puissance que tu dors pas pareil après. Hein. Et tu peux travailler... vraiment différemment. Il y a plein de petites... C'est pour ça qu'on appelle ça, c'est les tips de bon sens. Oui. Et ça, je trouve ça évidemment très intéressant. Les 15 minutes par jour, en réalité, 15 minutes... C'est toujours pareil, mais c'est comme 30 minutes de sport par jour. Oui, mais 30 minutes, c'est long. Tu dois pouvoir trouver 30 minutes. Oui, mais 15 minutes, c'est vraiment rien. Et c'est même quand les gens disent, allez, médite au moins 5 minutes par jour. Ouais. Bah, t'as Petit Bambou, t'as des choses comme ça qui ont fait que beaucoup de gens se sont connectés à ça. Non ? Un peu de cohérence cardiaque. Ouais. Tout ça sont des choses qu'on pourrait faire régulièrement, dit-il, en ne faisant jamais rien de tout ça. Mais je suis convaincu de l'efficacité de tout ça. J'en suis absolument nous, on a convaincu. des vies qui courent à 1000 à l'heure. Comme tous les gens, tu sais. Comme tous les gens. Tout le monde a des vies... Après, dans mes clés, moi, je tiens vraiment à ce que les gens ne prennent pas de douche froide le matin. Moi, je ne suis pas du matin. Hein. Par exemple, tu me fais ça le matin, je pense que je suis noire pour toute la journée. Je suis un oiseau de nuit, il faut me laisser me coucher tard. Ouais. Je pense que chacun a son rythme naturel. Avant, tu avais sûrement des veilleurs de village. Moi, je devais faire partie des veilleuses. Tu vois, et tu me fais coucher à 20h, bah, il ne va rien se passer, je ne vais pas dormir avant 5h du matin. C'est comme ça. On peut aussi laisser les gens... faire avec leur naturel, et pas des injonctions de tu fais ça, tu bois ça. Bon, moi j'ai fait des choses, à chacun d'appliquer une ou deux des clés. Une dernière photo ? Allez, j'ai peur. Ah, mon Dieu. Tu vois l'insouciance là ? Et
toute l'incompréhension du monde. Toute la fragilité du monde aussi. Il y a en même tout temps. là. Là, je comprends pas. Quand on est face à soi, à un âge différent, j'ai fait l'exercice, moi, à titre perso. Et je dois ça, d'ailleurs, je rends à César ce qui est à César, c'est que je dois ça à Nikos. Nikos Aliagas. Quand il présentait ses émissions, il terminait toujours l'émission en montrant une photo de l'invité petit, en lui disant « Si tu pouvais lui parler là, maintenant, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ?» Déjà, j'aurais envie de lui dire, tu vois, tes cheveux, on s'en occupait pas. Hein, tu le vois bien. Tu vois, quand je dis que j'étais une sauvageonne, et ma grand-mère me coupait les nœuds, hein, parce qu'on ne me démêlait jamais les nœuds. Et tu vois, ce pull-là, il grattait. Moi, j'ai un souvenir je déteste la laine. Je crois que c'est à cause de ça. Tu vois, ils m'ont mis des trucs. Il n'y avait rien calé. Hein. Il n'y avait rien calé. Tu vois, cette petite fille, elle n'a même pas les cheveux qu'elle devrait avoir. Tu as l'impression qu'elle est sous-alimentée. Quand tu regardes bien les tempes, là, c'est pas normal d'avoir ça à cet âge-là. Et tu vois bien je lui dirais... en fait, tu sais quoi, je lui dirais rien. Je lui dirais rien parce qu'elle ne va pas y aller. Si je lui dis quelque chose, elle ne va pas y aller. Ouais. Elle va dire, je joue pas. Je vous remets les faces du Rubik's Cube à l'envers, je joue plus avec. Non, je lui dirai rien. Je pense des fois, des fois, vaut mieux pas avoir de message. Il faut pas donner le message. C'est trop dur ce qui arrive pour elle après. Je lui dirais, il va falloir que tu tiennes jusqu'à 54 ans environ. Tu auras des hauts, super hauts, et tu auras des bas, super bas. T'imagines si on dit ça à une enfant? Non. T'as pas envie de lui dire, t'inquiète, ça va aller? Ben non, parce que c'est pas allé plein de fois, hein, quand même. Il n'y a qu'aujourd'hui que je peux le dire, maintenant comme ça, mais non, c'est pas allé pendant au moins 30 ans. C'est long, 30 ans. Donc non, je lui dirai rien. Je lui dirai, tu vas rencontrer une sœur, t'inquiète pas. Ouais. On va te la donner. Tu auras 2-3 protecteurs. Qui fait Bruce Lee. Et, et voilà. Voilà, je lui dirai, t'inquiète. Tu vas avoir 2-3 protections. Les clous rouillés, tu en auras juste un dans le genou. Tu n'auras pas de point de suture, c'est pas grave. On te mettra un bon coup d'alcool dessus. T'inquiète pas, ça se verra pas sur tes jambes plus tard. Et je lui dirai, t'inquiète pas trop, tu vas faire des rencontres. Tu vas faire tout en bordel au départ, mais la vie va te tamiser. Et tu rencontreras les meilleurs là où tu en as besoin. Voilà, si vraiment je devais lui dire quelque chose, ça serait ça. Et moi, quand je la vois comme ça, cette petite, je me dis, comment peut-on? Quoi? Oser. Oser quoi? Faire du mal. Il ne faisait pas exprès. C'était une famille toxique. C'est ça, oui, c'est sûr. Mais quand tu vois ça, les yeux d'innocence comme ça, moi, je suis tellement touché par les enfants. C'est un truc chez moi qui est... Voilà. Et quand ils ne se rendaient même pas compte. Je pense, tu crois? Ah ouais, tu parles du pardon aussi. Hein. Oui. Alors, attention, Alice Miller dirait qu'il ne faut jamais pardonner. Moi, je dis à mes filles, ne me pardonnez jamais pour ce que j'ai fait de pas terrible. Parce que tu reproduis aussi quand même des choses. Il ne faut pas se voiler la face. Mais le pardon, c'est quand mon père peut venir me parler, c'est toujours ce qu'il demande. Donc, j'ai pardonné parce que j'ai compris qu'il n'allait pas bien pour faire des choses comme ça. Ma mère n'allait pas bien non plus. Donc, OK, sur ces zones-là, j'ai pardonné. Et ça m'a libérée, en fait. Quand tu pardonnes, c'est pas l'autre que tu libères. C'est toi. Tu dis, OK, j'ai compris, il n'y avait rien qu'à aller dans vos vies. Vous avez fait comme vous avez pu. Mais au départ, moi, ce qui m'a drivé, c'est la colère. Hein. La colère a été mon carburant, un feu, tu vois, qui m'a fait avancer, faire des conneries plein. Mais après, voilà, ça permet de pardonner. Parce que tu dis, OK, moi, j'ai fait des bêtises, ils ont fait des bêtises. Et tu sais, aujourd'hui, des fois, je me balade dans les centres commerciaux ou quoi, et j'écoute les parents, comment ils parlent à leurs enfants, ou si je prends l'avion. Ouais. J'ai honte. Ben voilà. Franchement, j'ai honte. J'ai mal pour le petit que je croise et qui se prend une torgnole devant tout le monde dans un centre commercial. Ça m'arrache les tripes. Mais est-ce que tu interviens ou est-ce que... Non. Voilà, mais à l'intérieur, tu sais que les parents... Viens pas, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Tu te vois, t'es qui pour intervenir et pour lui dire, mais madame, vous pouvez pas lui parler comme ça quand même. Tu vois, des fois, moi, je me vois. Tu vois, je vois un enfant comme ça et je me dis, OK, donc je comprends mieux la logique de mes parents, ce qu'ils savaient pas... Voilà, et je me dis, voilà, cet enfant-là, il n'est pas né dans la bonne... voilà, je lui envoie toute mon énergie. Mais en tout cas, tu es un formidable message d'espoir.
parce que la réussite est là aujourd'hui, l'épanouissement est là aujourd'hui. Peut-être que tu as encore, effectivement, et heureusement, quelques zones d'ombre, mais tu as su surmonter tout ça. Tu as su bien t'entourer. Tu as aujourd'hui un beau leadership. Non, mais c'est vrai. Tu inspires beaucoup de gens. Et je pense qu'au travers de tout ce que tu fais, il y a évidemment des gens qui vont vouloir soit venir se coiffer chez toi. Tu fais les hommes aussi, quand même, un peu? Oui. Oui, quand même. Bien sûr. Hommes et femmes, ouais. Oui. Très bien, oui. très bien. Mais en plus, c'est vraiment la thématique du livre. Hein. C'est même quand on n'est pas au top, il y a vraiment la preuve dans ce livre. Il y a déjà beaucoup de coaching aussi dans ce livre, juste si on le lit, qu'on peut y aller, une petite action chaque jour, un pas à la fois, n'allez pas trop loin. C'est pas la peine de monter l'Everest. Non, un tout petit pas. Il faut parfois porter en soi le chaos pour mettre au monde une étoile dansante. C'est Nietzsche. Magnifique. C'est pas de moi celle-là. Il y en a une qui est de moi dans le livre, mais pas celle-ci, mais elle est belle. Tu vois, et c'est la vérité. C'est voilà, joli, c'est exactement ça. Ah L'intuition. oui, j'ai oublié de dire un Pas, truc, Marc. C'est alors les gens peuvent le lire un peu comme un livre hybride. C'est-à-dire soit ils décident de lire la narration, ma vie, et de lire les clés après. Soit ils font des petites pauses avec les clés et ils voient ma façon de penser, comment j'ai utilisé mon intuition au cœur du livre avec les clés, qui sont écrites dans un autre style. Mais en tout cas, à chaque début de chapitre, il y a soit une citation, soit une musique. Et quand c'est une musique ou des paroles d'un chanteur, je conseille d'aller écouter la musique parce que ça met dans l'ambiance du chapitre qui va venir. Et Mano Solo, je suis venue vous voir. C'est un travail que j'avais fait avec mon père et c'est la première musique qui s'est enclenchée sur mon truc et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, t'as choisi en plus un petit Richard Cochiant, un petit Véronique Sanson. Tout ce qui brille, c'est mon film préféré, tu vois. Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, je l'adore. Évidemment. Kenji Girac. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Bref, donc voilà, effectivement. Donc il est presque tribride, ça se dit pas. Hein. Oui. Il est comme moi, quoi. L'intuition a guidé mes pas. Voilà, des bidonvilles à Barack Obama, évidemment, les 5 clés qui ont transformé ma vie aux éditions Exergue, avec une préface de Fanny Agostini, et puis Dominique Lagroux-Sans-Père. Oui, tout à fait. Que j'embrasse aussi, en post-fast. Oui. Magnifique, il y a son podcast aussi. Aussi, entre vous et moi, un truc comme ça. C'est ça, oui, c'est ça, exactement. L'intuition, donc, a guidé mes pas. Merci beaucoup, Ève. C'est moi, merci. C'est toujours Marc, un super plaisir de t'accueillir ici. Pareil, plaisir partagé. Je dis que moi, ici, j'adore tout. Je vais partir avec un Rubik's Cube, puisque j'en parle dans mon livre. Il faut absolument que j'apprenne à le remettre. À faire toutes les faces. Bien, oui. Merci infiniment. On met le lien autour de la vidéo. Commentez avec bienveillance comme toujours. Vous partagez évidemment. On va lire tout cela et on fera suivre à Ève. Et on vous met l'ensemble des contacts pour que vous puissiez rentrer en contact, c'est le cas de le dire, avec Ève. Merci, bonne journée à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre.